Vous avez constaté que c'était un peu la fête du CAC 40 aujourd'hui, qui est un indice que je n'aime pas beaucoup pour plein de raisons. En particulier parce qu'il a une image pourrie, il nous traîne une image pourrie d'avoir progressé jusqu'à 6900 points de manière légèrement artificielle et qu'aujourd'hui, du coup, il nous fait la démonstration patente que les actions ne sont pas un placement rentable à long terme, puisqu'il est aujourd'hui très loin de ses plus hauts. On a donc décidé de faire un petit débat sur le thème « Il n'y a pas que le CAC dans la vie » pour vous parler plein de choses. Je vous demande d'accueillir notre prochain invité, il est responsable des produits de bourse chez Unicredit, Monsieur Christophe Grosset. Christophe, il n'y a pas que le CAC dans la vie. Mais dites-moi, à Paris, c'est fou le nombre d'indices. C'est intéressant comme question à la Bourse de Paris, hein, déjà. Ouais. Pour l'instant, on va commencer par Paris. C'est fou le nombre d'indices qu'il y a à Paris. En effet, donc sur le CAC, je vois qu'on a quelques exemples. Donc on va retrouver le CAC, le CAC Mid 60, le CAC All Tradable, le CAC PME, SBF 120. Donc toute une série d'indices en fait qui se sont accumulés au cours du temps et qui sont peut-être un peu difficiles à lire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir la vieille qualification de notre chère Bourse de Paris, d'où on est. On va retrouver la classification Euronext et des tas d'indices qui ont été créés par la suite. Alors, quand on investit, je dirais que l'intérêt d'utiliser un indice, c'est effectivement de pouvoir avoir quelque chose qui est représentatif d'un marché. Là, ils sont tous représentatifs de quelque chose, mais on ne sait plus exactement de quoi. Ok. Alors on va se focaliser sur deux. On va se focaliser sur deux notamment qu'on peut retrouver dans votre gamme. Le CAC 40 et le Next 20. Alors, si on fait un face-à-face, dites-moi tout. Le CAC, je dirais que c'est l'indice que c'est vrai, tu le rappelais, donc qui nous a peut-être déçus, mais la difficulté c'est qu'on continue à l'aimer. C'est-à-dire que c'est l'indice qu'on utilise, c'est celui qu'on connaît, c'est celui qu'on va avoir, avec lequel on va avoir le plus on va peut-être plus maîtriser, donc on est affectionné. Et ça, je crois que c'est la plus grande erreur qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a on en a parlé effectivement des aspects qui sont comportementaux, qui vont venir troubler notre vision, c'est là qu'on commence à faire des erreurs. Donc je pense que le CAC, il faut retourner sur des choses qui sont relativement simples. C'est un indice, bon, c'est pas le meilleur du monde, clairement ça, on pourra peut-être en regarder quelques-uns qui offrent des constructions meilleures. C'est un indice qui fondamentalement a été conçu à la fin des années 80-90, donc qui n'est plus équipondéré comme le Dow Jones, mais donne une vision raisonnable du marché. À partir de là, donc je pense que l'intérêt, ça va être que c'est celui qui est utilisé par le marché, donc par les gérants comme Benchmark, etc. Donc c'est celui sur lequel on va trouver peut-être le plus de liquidité, et de toute façon le plus de liquidité, donc des prix sur les produits plus concurrentiels, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Ok, le Next 20, on le connaît moins. Il fonctionne comment cet indice? Le Next 20, en fait, on le connaît moins, oui et non. Dans le Next 20, on va reconnaître, on va trouver en fait les 20 actions qui vont pouvoir, enfin qui sont dans la chambre, enfin la salle d'attente du CAC. C'est-à-dire que si une action devait sortir du CAC, elle sera remplacée par une action qui se trouve dans le Next 20. Donc c'est les 20 actions qui sont c'est l'antichambre du CAC. Et en fait, c'est toutes des actions qu'on connaît, qu'on fait dans la plupart d'entre elles partie de l'indice à un moment ou à un autre. Donc c'est des actions qu'on connaît. Qui pour une raison ou pour une autre, qui peut être décision sectorielle, révision de pondération, etc., sont sortis de l'indice, donc des valeurs qu'on connaît, et donc qui sont donc regroupées dans cet indice. Donc c'est on va dire la troisième ligne en fait, si on peut utiliser un terme de rugby, c'est la troisième ligne des grandes capitalisations françaises, donc où on va trouver de la liquidité, mais peut-être des opportunités, et je pense que c'est là l'intérêt. On l'a dit, quand on est sur le CAC, c'est la référence, tout le monde y va, il est bon, il n'est pas bon, on peut en discuter très longtemps. Le CAC Next 20, je pense qu'on va avoir en fait plus d'histoires d'entreprises qui vont s'y retrouver. Donc peut-être il va être moins conditionné à des facteurs qui ne vont pas être celui d'un indice principal européen. Vous nous parliez de liquidité, là on se focalise sur le CAC 40 et le Next 20. Quand on est émetteur de produits de bourse, on fait des produits avant tout sur des indices qui sont liquides. C'est pour ça qu'on ne va pas chercher des indices plus petits type le small, le mid and small, etc. Mais nous, ce qu'on fait, avant tout, on fait le produit, on le porte en bourse, mais là où vous nous attendez, c'est sur le prix.
Donc ça, c'est clair. C'est-à-dire que si on n'a pas des bons prix, ou si le produit, vous avez choisi le bon sens, vous avez pris un call, ça monte, vous voulez que ça gagne, vous avez pris un put, ça baisse, vous voulez que ça gagne, à partir du moment où on ne va pas avoir de liquidité, très simplement, le produit ne va pas tenir ses promesses. Donc la liquidité en fait, du sous-jacent, ça va nous permettre d'être compétitif en termes de prix et de faire en sorte que le produit tienne ses promesses. Allez, on fait le face-à-face. Donc d'un côté, on a les 40 plus grandes capitalisations, et puis de notre côté, on a celles qui arrivent juste derrière, qui sont dans l'antichambre. On regarde les perfs sur les 3 dernières années. Intéressant, non? Et qu'est-ce qu'on voit? Systématiquement, en gras, le vainqueur, c'est toujours le Next 20 qui l'emporte. En effet. Donc c'est pour ça en fait le Next 20 il n'est pas rentré il y a si longtemps que ça dans notre gamme. Donc on l'a porté, on l'a amené sur le marché en octobre, donc c'est relativement nouveau. L'élément qui nous a porté à faire ces produits, c'était de se dire qu'on avait un indice donc, qui était sur des grandes valeurs françaises. Donc on va trouver effectivement pas des actions de 3e catégorie, mais on trouve effectivement des grandes valeurs françaises, mais sur lequel on va retrouver des actions qui ont un beau potentiel parce qu'elles sont en fait décorrélées de l'évolution des marchés. Donc on va vraiment se concentrer sur l'aspect société, sur l'aspect entreprise, et donc la performance est au rendez-vous. D'accord. Est-ce que on peut généraliser ça? Qu'est-ce qui pourrait justifier que le Next 20, donc se dire, c'est plus petit, donc ça a plus de potentiel de croissance que ne peuvent avoir les grosses, sachant qu'en plus, on rappelle que les grosses, il y en a toujours une qui finit par à un moment se planter, ce qui fait qu'à un moment, elle finira par sortir de l'indice. Et donc du coup, ça pèse dans la performance du grand et pas dans la performance du petit. Il y a quoi comme autre critère? Il n'y a pas de banque d'un côté, il y a des banques de l'autre? Alors, le CAC, c'est pas l'indice non plus européen qui est le plus pénalisé par les banques. Ça, on peut. Donc, effectivement, notre société étant présente dans le FTSE, je vous assure que c'est un indice qui est fortement pénalisé par les banques. Le CAC, il va être pénalisé par d'autres sociétés. Mais le principe est là. C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement des sociétés qui vont avoir un impact dominant sur le CAC. Ça va varier au cours du temps. Et ça, je pense qu'on l'a tous subi à un moment ou à un autre au cours des 15 dernières années. Pourquoi le CAC Next 20 performe mieux? Je pense vraiment, et je le répète, c'est qu'on a des grandes actions françaises, donc de la liquidité. On peut le voir d'un côté positif et peut-être plus marketing qu'autre chose. Donc ces actions qui sont dans l'antichambre, donc tendanciellement elles peuvent monter, mais on y retrouve aussi celles qui sont sorties. Donc on est quand même sur des actions qui sont, sur des actions de société qui sont effectivement dans une phase positive. Et dernier élément, on parle vraiment d'un panier d'actions et non d'un indice qui va être mis en parallèle avec le DAX. Donc le CAC, à partir du moment où le DAX il baisse, le CAC il n'a pas de raison de monter, ou très rarement. Le Next 20, pourquoi pas? D'accord, donc grosso modo, c'est moins sensible au mouvement. Le Next 20 est moins sensible au mouvement aux grands mouvements sur les marchés internationaux que ne peut l'être le CAC 40. Il est moins corrélé, oui. Ok. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait pris ces deux produits parce que vous présentiez des produits. On a vu tout à l'heure, on a fait la petite explication avec Aurélien Réquillard des différents types de produits de bourse, avec des produits de rendement, des produits de diversification et des produits de levier. Je voudrais qu'on fasse un focus avec vous parce qu'il y a des produits sur ces deux indices-là, sur les turbos. Les turbos, c'est quoi? Comment ça marche? Expliquez-moi tout ça. Le turbo. Un délicieux poisson, mais à part ça. Un délicieux poisson, un instrument pour les voitures, enfin je ne suis pas très technique, mais à part ça, un produit d'investissement qui est... donc si je passe par là, c'est qu'effectivement, c'est compliqué à faire un turbo, je veux dire, nous on a une ingénierie financière et un savoir-faire derrière, mais enfin le résultat est relativement simple. C'est quoi un turbo? C'est un produit qui va vous permettre d'investir sur un mouvement de marché, à la hausse ou à la baisse, en mobilisant un capital inférieur à celui qui serait nécessaire pour investir directement. Et ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que quand on rentre dans le monde des produits de bourse, on ne rentre pas dans un casino. On rentre dans la bourse de Paris, c'est beau, ça brille, et plus effectivement, il y a des serveurs, c'est un marché réglementé. Donc on rentre dans quelque chose qui a été fait pour apporter une solution. Et la solution, en fait, à quoi ça sert un turbo? Ça sert on a une idée de marché, on pense qu'une action, un indice, le CAC Next 20 ou une valeur peut avoir un mouvement à court terme ou à un peu plus long terme, avec le cas des turbos illimités. On pense qu'il va y avoir un mouvement.
On y croit, mais on n'a pas forcément envie ni la disponibilité du capital pour y investir. Donc ces produits de bourse, ça va être la possibilité d'investir sur des idées en mobilisant un capital qui va être relativement limité. Donc on peut avoir des positions à l'achat ou à la vente? Exactement, haussière ou baissière, donc haussière avec les calls, baissière avec les puts. D'accord, et on a un effet de levier puisque on bénéficie d'un mouvement, d'une exposition en mettant moins d'argent que si on achète directement le support. Exactement, donc c'est l'intérêt, c'est-à-dire que mon ticket d'entrée est plus bas. Ok, alors on a là une petite présentation. Si j'achète une action, je peux la garder ad vitam aeternam. Un turbo classique, il a une durée de vie? Il a une durée de vie effectivement limitée. Là, je ferai une petite parenthèse. Enfin, je vais peut-être rentrer dans un argument qui est très technique, mais le turbo classique, comme il existe en France, et donc là, je peux faire le parallèle avec d'autres marchés sur lesquels je travaille, qui sont l'Allemagne et l'Italie. Je pense qu'on a la chance, en tant qu'investisseur particulier en France, de pouvoir disposer d'un produit comme le turbo classique, parce que dans sa construction, en fait, c'est le produit le moins cher qui existe en Europe. C'est-à-dire que si vous voulez faire du levier, la façon dont sont construits en fait les turbos classiques, donc pour les experts, le strike est équivalent à la barrière, fait que en fait c'est de la vente d'effets de levier gratis. Et donc ça c'est une particularité française et je trouve que c'est un bon produit. En contrepartie, ils ont, comme on le disait, une durée de vie relativement courte et donc en général 3-4 mois. Allez, ne bougeons pas. Vous venez de me dire quelque chose qui m'a plu énormément. Le strike est identique à la barrière. Alors, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, vous allez décrypter. Je suis puni. Voilà. Alors, on a donc un produit émis par un établissement financier qui permet d'avoir une exposition avec une échéance définie. Le strike, c'est quoi? La barrière, c'est quoi? En fait, quand on investit à levier, on va investir sur la variation d'une action, d'un indice, à partir d'un certain niveau. On va prendre le cas le plus simple, donc le haussier, un call sur le Next 20. Donc, donc on estime que le Next 20 peut continuer sur sa belle histoire et avoir une performance positive en 2015. Deux solutions. Je vais m'acheter toutes les actions du Next 20. Ça va être relativement compliqué parce qu'il va y avoir des changements, etc. Je suis même pas sûr qu'il y ait un certificat sur le Next 20, mais là je m'engagerai pas non plus trop. Mais la difficulté, c'est que le Next 20 il vaut en gros 9000. Donc, pour le faire de façon tout à fait théorique, moi je devrais mettre 9000 € sur la table. Ok. L'effet de levier, quand on disait qu'on va investir sur l'évolution, donc en mobilisant moins de capital, comment ça se passe? Ça se passe simplement, on va définir un niveau, donc par exemple à 8000 points, 8500 points, sur lequel on va investir en fait sur les variations du Next 20 au-dessus des 8000 points. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas devoir débourser les 8000 premiers, enfin l'équivalent des 8000 premiers points. Donc je ne vais pas déposer 8000 €, mais seulement 1000. Donc 1000 €, si le CAC Next 20 passe à 10 000, je vais avoir gagné 1000 €. S'il descend à 8500, je vais avoir perdu 500 €. La même chose en valeur absolue que ce que j'aurais gagné si j'étais directement sur l'indice. Donc ça, c'est le strike. Définir du niveau par lequel on est positionné et à partir du niveau auquel on va mesurer la variation de l'indice. Donc si je résume, le produit sur un indice donné, entre un strike à ce niveau et un strike à ce niveau, le produit qui est sur le strike à ce niveau vaudra plus cher que le produit dont le strike est à ce niveau. Dans le cadre de produits haussiers, oui. Ok, ça j'ai compris. La barrière. La barrière, c'est relativement simple. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si le Next 20 il va, et on l'espère pas, mais s'il y va. S'il va à 7500 points. Moi j'ai toujours mon turbo avec mon strike de 8000 points. Ce ne serait pas possible. Donc, c'est-à-dire que vous trouveriez dans une situation où, en fait, pour garder cette position, vous devriez nous verser de l'argent. Et un des principes de ce monde des produits de bourse, c'est que votre mise initiale, effectivement, c'est le maximum. Vous n'allez jamais appeler à verser plus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on atteint les 8000 points? Je peux tout perdre, mais je ne peux pas perdre plus que ce que j'ai investi. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint les 8000 points? Le produit, il s'arrête. Il s'arrête définitivement. Et ça, c'est la barrière. Après, c'est fini. Et en revanche, si ça remonte derrière, c'est vraiment fini. Exactement. Dans le cas des turbos, c'est ça. Et c'est pour ça que je le disais, la somme qu'on va mobiliser, elle doit être inférieure. C'est-à-dire que si moi, j'ai 100 € à investir, soit ces 100 €, je les mets tous en direct sur l'indice, soit je vais en mettre pas 100 € sur un turbo, mais je vais mettre 10 €.
Avec l'effet de levier de 10, je me retrouve effectivement à avoir des performances qui sont les mêmes. C'est-à-dire que je mets en risque la même chose que mon stop. C'est-à-dire que si j'ai un stop de j'ai 100 €, j'ai un stop à 90, si c'est 10 €, c'est 10 € que je suis prêt à mettre en risque que je vais investir sur le produit à effet de levier. Alors, on vient de voir comment fonctionnaient les turbos classiques, l'illimité. Les différences, c'est quoi? La différence, c'est qu'on se donne plus de temps. Donc, on le disait, le turbo classique, on a la barrière qui est égale au prix d'exercice. Donc là, il n'y a aucun coût, c'est gratuit. Donc de l'effet de levier gratuit. La limite de cette stratégie, c'est que souvent, on peut avoir une conviction forte sur une société, mais on a un peu plus de difficultés. Peut-être certains parmi vous y arrivent mieux que moi, mais on a un peu plus de difficultés à dire en combien de temps va se réaliser notre scénario. Donc on peut avoir une conviction qu'une action va remonter, etc. Mais on a un peu plus de difficultés à savoir quand, ou qu'elle va baisser, mais on a un peu plus de difficultés à savoir quand. Le turbo illimité, on parle toujours en termes de solutions concrètes, il essaye de résoudre ce problème en disant, on va faire un produit qui ne va pas avoir de limite dans le temps, c'est-à-dire qu'il va toujours exister. Alors, là, effectivement, l'avantage important, c'est que on n'a pas plus cette limite dans le temps. D'un autre côté, il y a un coût. Donc il y a un coût à payer. Donc là, il faut être toujours très transparent effectivement sur ce que je vais payer. Et qu'est-ce que je vais payer en fait? On va avoir un prix d'exercice et une barrière qui vont être différentes. Donc en général, la barrière va se trouver à 2-3 points au-dessus 2-3% au-dessus du prix d'exercice. C'est-à-dire que concrètement, en reprenant le cas de notre turbo sur le CAC Next 20, je vais avoir un prix d'exercice à 8000. Le produit ne va pas s'arrêter à 8000, mais il va s'arrêter à 8150 points. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter avant. Donc, il faut en tenir compte. Qu'est-ce qui va se passer en plus? C'est qu'on va facturer un coût de financement, donc les taux monétaires qui en ce moment ne sont pas très très élevés, mais on va le facturer tout de même. Ça veut dire qu'on va quand même finir. Si ONIA est négatif, on gagne de l'argent ou pas? Non, c'est minimum 0. D'accord, c'est minimum 0, d'accord, on peut pas. Je suis tenté quand même. Ça dirait un peu compliqué, mais pourquoi pas. Mais dans la formule, c'est minimum 0. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque jour, en fait, on va remonter le prix d'exercice. Tendanciellement et mécaniquement, on doit également remonter la barrière une fois par mois, parce qu'on pourrait s'imaginer que le produit est vivant de façon illimitée. Un jour, le prix d'exercice rejoindrait la barrière et le produit serait de nouveau impossible, parce qu'on a un prix d'exercice qui serait au-dessus de la barrière. Ok. Après, donc, la principale différence, turbo classique, simplicité absolue. La limite, c'est qu'on n'a pas effectivement la vie devant soi. Avec le turbo illimité, on a la vie devant soi. Il y a un petit coût à payer. Ok. On sort 2 secondes de cette page pédagogique. Mais je trouvais intéressant d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et t'as compris? C'est bon. Je voudrais qu'on revienne sur les indices. Justement, en préparant ce débat, je suis allé sur votre site. Parce qu'en général, quand je fais des débats, j'aime bien. Vous avez constaté d'ailleurs qu'on a mis des graphes qu'on a pris sur des sites internet, parce que je me mets toujours, moi, dans la position de l'épargnant. C'est-à-dire, pas me dire, je me mets dans la position du journaliste qui téléphone, ou si quelqu'un qui dit dites-moi tout ça. Je me dis, l'épargnant, il fait comment, lui? Il a quoi comme info? Donc, je suis allé sur votre site. Et sur votre site, j'ai découvert un truc. C'est le CAC étendu. Donc le CAC étendu, c'est quoi? C'est un CAC qui fait une performance couchée? C'est quoi le CAC étendu? Voilà. Je suis vraiment joueur parce qu'en plus j'en ai fait un slide en mettant quand le CAC fait des heures sup. Voilà, exactement. Donc le CAC, on le sait tous, c'est un indice qui va coter de 9h à 17h30. Donc la moyenne des heures de cotation. Ce qu'on a mis en place en fait avec Euronext, c'est la possibilité de négocier avant et de négocier après. Alors pourquoi négocier avant? C'est relativement simple, c'est-à-dire que là c'est toujours en termes de solutions qu'on va parler, c'est-à-dire qu'un investisseur qui se trouve sur le marché, il peut avoir vu les marchés asiatiques, il peut s'être fait une idée. Foncièrement, on peut avoir quand même des gaps qui vont se créer à l'ouverture par rapport à ce qu'il peut estimer. Donc l'idée, ça va être de se donner 1 heure de plus, donc d'avoir 1 heure pour laquelle on va pouvoir rentrer sur le marché.
là, effectivement, ce ne serait pas forcément positif. C'est-à-dire que vu ce qu'on pouvait voir dans la première partie de la séance, donc de 8h à 9h, où on va déjà coter le produit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on veut profiter du gap, on peut le faire. On peut rentrer avant l'ouverture. Et surtout, deuxième élément, donc ça c'est pour ça on l'a fait ouvrir plus tôt. Et pourquoi plus tard? Je pense que ça vous est tous arrivé. On est en clôture de marché. Des fois, il va falloir se décider relativement vite. Et on se trouve, et c'est en général dans ces cas-là qu'on va faire une erreur. Parce qu'on se dit, le marché va fermer, je vais devoir sortir, ou qu'est-ce que je fais, je reste, etc. Donc on entre dans un état de fébrilité, en général, on se trompe. Donc pourquoi 1 heure de plus? 1 heure de plus, c'est pour ça. C'est pour se laisser effectivement, après la clôture, la possibilité de prendre sa décision. Mais on cote sur quelle base? Parce que là, en l'occurrence, le CAC 40, le CAC 40, c'est la moyenne. Enfin, la moyenne. On prend la variation de chacun des titres, on regarde sa pondération dans l'indice, et puis tout ça, ça nous fait la valeur du CAC 40. La valeur de mon CAC 40 étendue, entre 8h et 9h et 17h30 et 18h30, j'ai plus de cours, j'ai plus de valorisation d'action. Donc on le calcule comment? Au hasard, on a une espèce de petit... C'est un peu la question que je suis en train de vous poser. J'ai pas osé comme c'est, mais effectivement, je peux vous la faire comme ça. Les cours, c'est quoi? C'est du pif? Voilà. Et non, alors c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se sait effectivement avant l'ouverture, parce que déjà il y a certaines sociétés, surtout en clôture, il y a certaines sociétés qui vont être cotées sur les marchés américains, donc qui ont des cours, et surtout il y a le contrat futur, donc le contrat à terme négocié donc sur l'ex-matif, donc qui est disponible. Et à partir de là, le marché, en fait, est déjà en train d'échanger le CAC 40 avant 8h, avant 9h. Et il continue de l'échanger jusqu'à 22h d'ailleurs, sur le futur. Donc, ce qui se passe, c'est que le marché, il existe. En tant que particulier, on pouvait pas effectivement... Enfin, on peut ouvrir un compte futur, hein, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est quand même un peu compliqué et c'est quand même plus risqué, ça demande un gros capital, etc. Donc, pour avoir une solution simple, effectivement, on a créé ce produit-là. Donc il va utiliser en fait le futur toute la journée. C'est-à-dire qu'il va répliquer de 8h à 9h le contrat en utilisant le futur, de 9h à 17h30 toujours en utilisant le futur, et de 17h à 18h30 toujours en utilisant le futur. Il y a un travail à faire là-dessus. C'est que les futurs, c'est des produits qui ont une date de maturité, donc mensuelle, sur lequel on va estimer, on va le corriger en fait de tout ce qui va se passer entre aujourd'hui et la date de maturité. D'accord. Donc il y a un travail qui est fait. Donc, ce qui va se passer, quand on dit ce qui va se passer, c'est les versements de dividendes, les opérations etc. sur titres et autres joyeusetés qui peuvent arriver dans la vie d'un titre. Exactement. Donc le futur, il peut être différent si on regarde le futur aujourd'hui, il va être légèrement différent du niveau du CAC. Et donc on va devoir corriger en fonction des événements sur titres qui vont intervenir d'ici à la date de maturité. Pour le faire de façon totalement transparente, c'est pas compliqué à faire, mais pour le faire de façon complètement transparente, on a demandé à Euronext de le faire pour nous, dans le sens où on a demandé à Euronext de calculer eux-mêmes la correction qui doit être appliquée, dans la mesure que ce soit fait de façon totalement indépendante. Donc ils arrivent à calculer le CAC est tendu, donc une correction de futur, ils y arrivent aussi très bien. Et donc nous, ce qu'on fait, en fait, on va juste répliquer cet indice. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les produits qu'on cote là-dessus, en fait, ils ont des niveaux de prix qui sont plus compétitifs que des turbos classiques. Parce qu'on a on cote directement sur le futur, et donc on peut être plus compétitif. Ok. Allez, vous aimez le trading? Je le sais. Donc, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que le CAC 40 est un bon indice pour faire du trading? J'ai bien compris que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait la force de l'habitude. Ok, la force de l'habitude mise de côté. Je dirais, on l'a vu, hein, le problème, et moi aussi, je m'y suis affectionné au CAC, je le connais, etc. Donc il faut essayer de passer au-delà de ça. Donc c'est clair que le CAC est tendu, il est plus performant si on le regarde sur une durée plus longue, parce qu'on a effectivement avant et après, on a des prix qui sont plus compétitifs, donc effectivement c'est plus efficace. Le CAC Next 20, c'est un exemple de ce que, il ne faut pas regarder que le CAC, mais il faut en sortir. Donc nous on a notre offre, mais c'est pas la seule. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui existent en dehors du CAC. Et si on va regarder spécifiquement le monde des indices, le meilleur indice pour faire du trading, et ça, je pense que c'est clair et c'est pour tout le monde, c'est facilement démontrable, c'est le DAX. Pourquoi le DAX? Parce que pourquoi le DAX?
Le DAX, parce que c'est un indice, ce qu'on va appeler de rendement absolu, c'est-à-dire que tous les événements, tous les détachements de dividendes, etc., sont réinvestis dans l'indice. Donc c'est un indice qui est parfaitement linéaire par rapport à l'investissement sur action. Donc ça, c'est un premier élément. D'accord. On rappelle juste, pour mémoire, que le CAC 40 est effectivement un indice qui est un indice simplement de prix. Autrement dit, quand il y a un dividende qui est versé par une société, ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans ce qu'on a affiché sur l'intervention avec Bernard Imran, où on n'a pas affiché un moins 0,57 pour le CAC 40 sur l'année 2014, mais où on avait lancé un chiffre légèrement positif, c'est qu'on avait pris en compte le dividende. Pourquoi on n'utilise pas parce qu'on a un CAC 40 dividende réinvesti. Il existe, il existe. Il existe à la Bourse de Paris. Pourquoi personne l'utilise? Pourquoi on ne prend pas la décision de dire on sort le CAC pour mettre le CAC 40 dividende réinvesti, qui d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, doit même être passé au-dessus de son plus haut historique, et qu'on continue à se traîner avec ce machin à 4500 points? Si on veut prendre la décision, moi je suis favorable parce qu'on a un produit sur le CAC Total Return. Donc de toute façon, on le propose déjà en bourse. Mais enfin, il faut être clair. Si on regarde, là, je pense que c'est vraiment le fait que le CAC est retenu comme référence. C'est là que se concentre la liquidité donc du marché. Si je compare les échanges qui sont faits sur nos produits sur le CAC étendu qui sont similaires, en fait, les investisseurs plus experts vont sur le CAC étendu, les autres vont sur le CAC. Mais et ce qui se fait sur le CAC Total Return, enfin, sur le CAC Total Return, on le négocie une fois tous les 36 mois. Enfin, ok. Pourquoi mais effectivement, pour qui veut faire du trading, le DAX, c'est largement plus efficace en termes de calcul, mais aussi en termes de prix. Donc, c'est calculé plus fréquemment. C'est plus... Donc, le DAX, c'est mieux parce qu'il y a les dividendes. C'est calculé plus fréquemment. Exactement. En compo, en structuration, donc il n'y a pas de caractéristiques particulières? Je dirais que le fait que on est dans un indice qui est quand même plus liquide, on a un petit gain, mais il n'est pas énorme. Il faut savoir que ce discours, je peux le faire aujourd'hui. Je l'aurais fait il y a, je sais pas, 10 ans. C'est clair qu'on avait largement un gain de liquidité par rapport entre CAC et DAX. C'est-à-dire que le DAX était beaucoup plus compétitif. Mais maintenant, on est dans un marché qui est tellement concurrentiel. Vous avez 2 émetteurs aujourd'hui, mais on est 5 émetteurs et on ne se fait pas de cadeaux entre nous. Donc en termes de prix, et les marges qui restent sur ces produits, elles sont vraiment très ténues. Donc non, au-delà de ça, non. Ok, Christophe Grosset, on vous remercie, on vous applaudit. Merci à vous, c'était un plaisir de participer à cette belle opération.